Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, pourquoi les femmes vont-elles changer le monde de l'investissement? Bismart est partenaire cette semaine de la 4e édition du Win Day, le forum de l'investissement féminin. On revient donc sur l'engagement des femmes en faveur de l'investissement durable. Leur choix d'investissement montre qu'elles s'intéressent particulièrement et davantage que les hommes aux questions sociales et environnementales. Focus donc dans cette première partie sur l'investissement au féminin. On verra aussi en quoi elles peuvent contribuer à accélérer le changement. Et puis, dans Enjeu patrimoine, sale temps pour les propriétaires. Anne Hidalgo a annoncé la semaine dernière son intention d'augmenter la taxe foncière dans la capitale de 52%, du jamais vu, puisque celle-ci passerait d'un seul coup de 13,5% à 20,5% en 2023. Paris n'est pas la seule ville dans ce cas-là. Un peu partout sur le territoire, cette taxe a également bondi. Sont mis en cause l'inflation, la pénurie énergétique, mais également l'absence de soutien financier de la part du gouvernement. Concrètement, comment va se traduire cette hausse pour les propriétaires? Réponse tout à l'heure avec nos deux invités. Mais comme promis, on parle d'abord d'investissement au féminin dans Smart Patrimoine. L'investissement féminin précurseur de l'investissement à impact. Les chiffres et toutes les études le montrent. Les femmes seraient en effet plus enclines à investir dans des projets durables et éco-responsables. La dernière étude de JP Morgan nous rapporte par exemple qu'elles sont 77% à penser que l'investissement à impact peut avoir une vraie différence. Je le disais, Bismart est partenaire cette semaine du Win Day, le forum de l'investissement féminin, organisé par Femmes Business Angels. On reçoit donc pour en parler une actrice de cet écosystème, Evelyne Brugère, présidente de FOEB Solutions, multifamily office indépendant et membre donc évidemment de Femmes Business Angels. Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner. Je suis ravie d'échanger avec vous sur ce thème très important. Ce thème important, merci beaucoup donc d'échanger avec nous aujourd'hui. Multifamily office indépendant, expliquez-nous juste en quelques secondes ce que c'est. Alors Multifamily Office, c'est une organisation qui accompagne les familles et les entreprises familiales pour la préservation de leurs intérêts patrimoniaux dans la durée. C'était important de le préciser. Tout à fait. C'est un métier peu connu en France, effectivement. Evelyne Brugère, dites-nous quel est l'objectif de cet événement et de cette 4e édition. Vous, quel rôle tenez-vous exactement dans cette organisation? Alors moi, je suis membre de Femmes Business Angel depuis une bonne dizaine d'années. J'ai toujours pratiqué dans les métiers de l'investissement. Et j'ai retrouvé dans Femmes Business Angel un cadre justement féminin qui m'a paru très intéressant et qui m'a permis effectivement de développer toute cette activité sur les startups. Et donc tous les ans, Femmes Business Angel, qui est très active donc, pour l'investissement au féminin, organise donc ces journées dédiées à l'investissement au féminin. Et donc on a chaque année des thèmes particuliers. Cette année, c'est l'investissement impact, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un thème récurrent et qu'on voit, qu'on constate, je donnerai quelques exemples après, qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel les femmes sont précurseuses. Finalement, je ne sais pas féminin, mais enfin, en tout cas sont en avance et sont très impliquées pour ça. On va en parler évidemment. Vous, donc en tant que membre de Femmes Business Angels depuis donc quelques années, comment vous avez décidé de soutenir l'entrepreneuriat féminin? Voilà, quel type de projet accompagnez-vous? Comment vous les accompagnez? Voilà, expliquez-nous un peu votre travail. Alors, chez Femmes Business Angel, donc on est organisé avec des réunions mensuelles dans lesquelles on voit effectivement des porteurs de projets qui viennent nous présenter leurs projets. Et on peut échanger entre nous, leur poser des questions et à partir de là, on va se déterminer pour investir, si on souhaite investir, c'est-à-dire les accompagner en fait. Derrière le mot investir, il y a en fait accompagner une entreprise dans son développement. Donc il n'y a pas que l'aspect financier, c'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas que l'aspect financier, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui est important à dire. Parce que souvent, on dit que c'est compliqué. Souvent, les femmes pensent que investir c'est compliqué, mais en fait investir ce n'est pas compliqué. Investir c'est effectivement apporter des capitaux à une entreprise, une jeune entreprise, une start-up, de façon à l'aider à se développer. Et donc il suffit d'écouter le porteur de projet, il suffit de voir quel est son projet, parce que souvent qu'est-ce qui va nous déterminer pour savoir si on a envie d'accompagner cette start-up, c'est de dire est-ce que d'abord
le produit ou le service que nous propose cet entrepreneur. Est-ce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que j'aurai envie d'acheter le produit? Est-ce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir ce type de service? C'est le premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est bien la personnalité du dirigeant, parce que c'est lui qui finalement va organiser tout le reste, c'est-à-dire la production et les aspects commerciaux. Donc finalement, ce sont des critères. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Dites-nous justement quels sont les grands enjeux actuels selon vous de l'investissement féminin. Vous dites c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que peut-être l'enjeu principal aujourd'hui, c'est encore et toujours de faire de la pédagogie auprès des femmes, tout notamment. À fait. Oui, il faut faire de la pédagogie parce que effectivement, et en particulier en France, parce que je pense que dans d'autres pays, l'investissement féminin est beaucoup plus développé. Nous, en France, on a effectivement un milieu aujourd'hui de l'investissement qui est quand même très masculin. Moi, je me bats pas, mais enfin si, je râle sans arrêt parce qu'on voit des plateaux sans arrêt où on n'a que des hommes qui vont nous expliquer la finance, etc. Je trouve qu'on doit entendre la parole des femmes parce qu'on a une façon peut-être différente de voir l'investissement, de juger l'investissement. Et donc, c'est important d'entendre des voix féminines, de voir des investisseurs, de voir des entrepreneuses nous expliquer leurs projets, de voir des investisseuses, quels sont leurs critères, comment elles vont s'investir dans le projet. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut, effectivement, faire de la pédagogie, expliquer que investir, c'est pas si compliqué que ça. Et deuxièmement, que effectivement, la voix des femmes compte et qu'il faut qu'on prenne notre part, qu'il faut qu'on soit présente. C'est aussi pour ça que je suis ravie de venir là. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que les médias, dont vous en particulier, vous invitiez des femmes pour parler d'autre chose que d'investissement au féminin ou d'éducation financière, etc. Parce que je pense qu'il faut vraiment... Tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que les médias doivent montrer plus de femmes, parce qu'on en a des femmes dans l'investissement. On a des femmes brillantes qui sont investisseurs, qui sont à la tête de grands groupes de private equity ou de sociétés d'asset management. Donc, il faut qu'on voit plus de femmes dans les médias. Il faut qu'on les voit plus dans tous les forums, dans tous ces forums financiers et d'investissement où il y a quand même une grande majorité d'hommes. Donc, il faut que les femmes soient plus visibles. Il y a une question de visibilité parce que moi, je crois à l'éducation par l'exemple. Et il faut des modèles féminins pour inciter les gens à suivre, en fait, inciter les femmes à suivre. Evelyne Brugère, pourquoi il est important de mettre en avant donc aujourd'hui l'apport des femmes dans cette nouvelle dynamique donc de l'écosystème du financement qui est donc l'impact, la durabilité, la responsabilité. Voilà, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de l'apport des femmes dans cette thématique-là principalement? Je crois que les femmes, elles ont une approche particulière face à l'investissement. Vous avez cité les études, c'est effectivement ce qu'on constate aussi, au quotidien dans notre métier et chez Femmes Business Angels, c'est que la façon d'investir des femmes, c'est qu'elles vont en fait aller chercher des réponses à des questions. C'est-à-dire qu'en général, on va aller disséquer les dossiers, on va aller analyser, on va se poser des questions. Quand on va à une réunion, une RM de Femmes Business Angel, mais c'est magnifique parce que les questions s'affusent. On n'a jamais assez de temps pour poser toutes les questions. Même les porteurs de projets, ils ne s'attendent pas à être autant challengés et à devoir autant expliquer leur business model et et ce qu'ils font. Donc je pense que on a effectivement... on a peut-être un peu plus de prudence. D'ailleurs, c'est montré dans les études. Les femmes sont un peu plus prudentes dans leurs investissements. On dit qu'elles sont plus averses au risque. Moi, je ne crois pas qu'elles soient averses au risque. Moi, je pense simplement que quand une femme investit, elle veut savoir dans quoi elle investit, pourquoi elle investit. Et donc, effectivement, l'impact, c'est important. Voilà. Donc, elles vont mettre au moins autant en avant les aspects financiers que les aspects d'impact. Ça, c'est très important. Et moi, je pense qu'en disant ça, on met le doigt sur quelque chose qui est très important et qui est seulement en train d'émerger, c'est le risque de durabilité. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore, on n'en parle pas assez, mais ça, c'est quelque chose qui va devenir notre quotidien d'investisseur demain. Alors, expliquez-nous exactement
ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est le risque de durabilité ? Et pourquoi ce sont donc les femmes qui le prennent davantage ? Parce qu'elles analysent tout et parce qu'elles veulent comprendre le risque. En fait, elles veulent comprendre le risque qu'elles prennent en investissant dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le risque de durabilité, c'est un risque très important. La plupart des institutionnels aujourd'hui et des investisseurs professionnels sont en train, analysent, ont des comptes rendus à faire, ont des analyses à faire sur le risque de durabilité. Le risque de durabilité, pour faire court, en fait, on en a 3 qu'on identifie aujourd'hui. C'est d'abord le risque physique. Bon, le risque physique, on le connaît tous, c'est le risque incendie, le risque inondation, etc. Donc, quand on veut investir dans de l'immobilier ou qu'on veut implanter une usine ou implanter un business, eh bien, je dois me préoccuper de savoir est-ce que pour mon entreprise, je vais trouver des ressources énergétiques qui ne soient pas trop loin, est-ce que je vais avoir de l'eau à disposition, etc. Donc ça, c'est un vrai risque. Très rapidement sur les deux autres risques. Parce que et alors, le deuxième risque, c'est le risque de transition. Le risque de transition, là, c'est pareil. On sait qu'on va avoir des normes de plus en plus importantes, des normes sur les émissions de CO2 et sur la performance énergétique. Donc, ça veut dire que pour toutes les entreprises, aujourd'hui, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir pour basculer, peut-être de business model. Eh bien, par exemple, prenons Renault, un constructeur automobile, pour ne citer que lui. Il vient de scinder en deux sa division véhicule thermique et sa division véhicule électrique. Parce qu'effectivement, le coût de transformer un business model qui était à 100% sur du véhicule, enfin pas 100% pour Renault, mais enfin qui était en grande partie sur du véhicule thermique, on sait très bien que dans 10 ans, c'est plus possible, puisqu'en 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques. Donc, il faut que les entreprises fassent un virage. Et ce virage va avoir un coût. Donc, le risque de transition, c'est le risque de coût, en fait. C'est le coût qui va être indispensable pour ça. Donc, la rentabilité de l'investissement, forcément, va s'en trouver diminuée. Le troisième, c'est le risque de responsabilité. Bon, là, je vais citer Orpea, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Et donc, on s'en rappelle. Donc, ce risque de durabilité, c'est juste le risque que votre investissement, il devienne zéro, parce que c'est ce qu'on appelle un actif échoué, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien parce qu'il n'est pas durable. Evelyne Brugère, les femmes, elles sont précurseurs, donc c'est ce qu'on dit sur cet investissement, sur ces choix d'investissement à impact. Est-ce qu'elles peuvent véritablement peser alors qu'elles restent, il faut le dire, en 2022, nettement moins disposées à investir que les hommes? En tout cas, c'est toujours le cas. Voilà, donc précurseurs, mais est-ce qu'elles pèsent véritablement aujourd'hui ? Je pense que oui, puis je pense qu'il faut qu'elle pèse de plus en plus. Je reprends l'exemple de FBA, mais on voit très bien que, par exemple, certains investisseurs, certains fonds d'investissement vont suivre les investissements de FBA parce qu'ils savent que les femmes, effectivement, ont fait les due diligence poussées à 150%. Et donc, quelque part, ça rassure aussi parce qu'on sait qu'il y a eu une véritable analyse. Les femmes vont investir de plus en plus parce que les jeunes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup un effet générationnel, c'est-à-dire que les jeunes, et y compris les jeunes hommes, aujourd'hui, ils sont vraiment très impliqués sur le développement durable. Nous, dans les family office, toutes les familles qu'on accompagne, on a effectivement des jeunes entrepreneurs, souvent, mais on a aussi des nouvelles générations dans les familles, et ces jeunes-là, ils sont très impliqués sur le développement durable. Donc oui, le chemin des femmes, l'avance des femmes, finalement, va porter parce que, tout simplement, elles prennent de plus en plus place dans la société et on les écoute de plus en plus. Après, il faut encore être aidé peut-être encore un peu plus de ce côté-là de visibilité. Justement, très très rapidement, comment leur donner davantage les moyens d'investir? Ce sera ma dernière question. Voilà, une solution sur laquelle j'imagine vous travaillez au quotidien avec Femmes Business Angels ou même des discussions qui sont donc au sein de cet événement du Winday. Voilà, très rapidement, une ou deux solutions pour les aider justement à investir davantage. Alors, c'est la formation, c'est indispensable. La formation, si vous venez chez Femmes Business Angels, vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement bienveillant et vous avez des formations pour vous aider à devenir investisseur. Donc, c'est la formation, c'est l'accompagnement par tous les réseaux féminins qui existent. Et après, c'est la visibilité, c'est-à-dire que montrer que oui, l'investissement, ce n'est pas un métier réservé aux hommes, c'est aussi un métier de femme et qu'il y a des femmes très bien, extrêmement compétentes qui le font très bien. Merci beaucoup, Evelyne Brugère, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la présidente de FOEB Solutions et membre donc de Femmes Business Angels. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.
Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, propriétaire, qu'allez-vous payer en plus avec la hausse de la taxe foncière? L'annonce n'a évidemment pas beaucoup plu aux bailleurs, notamment parisiens. Anne Hidalgo a annoncé, elle, son intention d'augmenter drastiquement le taux de la taxe foncière dans la capitale, qui passerait de 13,5% à 20,5%, soit une hausse de 52%. Sont mis en cause notamment l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christophe Demerson nous accompagne, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Grégoire Berthoud nous accompagne également, directeur d'études et communication chez PAP. Bonjour Grégoire. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Avant de revenir sur l'ampleur de cette augmentation, on va d'abord expliquer le pourquoi de cette augmentation. Quelles raisons ont poussé, là en l'occurrence, je citais cet exemple, la maire de Paris, à l'augmenter cette année, sachant en tout cas pour Paris qu'elle n'avait pas évolué depuis des années, Christophe? Alors c'est vrai que pour Paris, elle n'avait pas évolué depuis des années, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau national, si on regarde sur les 10 dernières années, nous à l'UNPI, on a un observatoire national. Et les chiffres, ils sont clairs. Ouais. Sur les 10 dernières années, pour la France, c'est plus 25%. 25% de hausse en 10 ans. Voilà, c'est 3 fois l'inflation, 3 fois l'augmentation des loyers. Donc vous voyez que le problème, il est sérieux aujourd'hui pour les propriétaires et pour les propriétaires, donc occupants et pour les propriétaires bailleurs. Et j'en parlais tout à l'heure avec Grégoire Berthoud. Ce qui m'inquiète, moi, ce que je pense, c'est que ces dérapages, ça nous amène vers un bouleversement sociétal, et j'allais dire un bouleversement sociétal majeur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va voir petit à petit, vous allez le voir, on va voir des propriétaires occupants qui ne vont pas pouvoir rester chez eux, ça c'est sûr. Et on va voir des propriétaires bailleurs qui vont se défaire de leurs biens parce que la rentabilité est plus au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est une source d'inquiétude. On va évidemment parler des conséquences. Moi, je voulais revenir donc sur ces raisons-là. Anne Hidalgo, notamment, a fustigé l'absence de soutien financier de la part du gouvernement. Est-ce que c'est une raison valable? Je parlais également en préambule de cette émission d'inflation, d'explosion des prix de l'énergie. Voilà les raisons aujourd'hui mises en avant pour cette hausse importante. Alors la maire de Paris, bien sûr, elle donne les explications qu'elle veut. Elle explique ce qu'elle veut et comme elle peut. Et puis de toute façon, elle a besoin d'argent. Mais ce que je rappelle quand même aussi, c'est qu'au départ, au moment de la refonte de la fiscalité, c'est-à-dire que cette fiscalité sur la taxe d'habitation qui a été supprimée, en réalité, elle découlait de quoi? Elle découlait d'une promesse électorale. Et donc cette promesse électorale, le président de la République veut la tenir. Aujourd'hui, je rappelle malgré tout qu'il y a encore 20% des Français qui payent la taxe d'habitation au jour d'aujourd'hui et qu'elle peut être majorité de 60%, cette taxe d'habitation, sur la résidence secondaire. Cela étant dit, à côté de ça, on savait que le compte n'y serait pas. Aujourd'hui, c'est évident. Il y a une petite moitié de la population qui est là pour payer l'eau chaude, le chauffage dans les écoles, la lumière, etc. Donc, il n'y a plus que les propriétaires qui payent sur ces services. Donc, forcément, on savait que le compte n'y serait pas. Pourquoi est-elle si basse sur Paris, cette taxe foncière? Parce que la taxe foncière est une recette parmi d'autres recettes pour une commune. Et Paris a la chance d'être une ville avec plein d'entreprises, oui. un gros attrait touristique. Donc elle encaisse aussi des taxes de séjour. Donc, voilà, donc c'est une commune qui a énormément de recettes. Qui est liée essentiellement à la présence d'entreprises et à la taxe de séjour. L'autre ville qui est très peu chère, c'est Boulogne-Billancourt, puisqu'on est de l'ordre de 15%. Pareil, il y a énormément de sièges sociaux d'entreprises à Boulogne. Donc c'est ce qui permet à la commune d'avoir une autre source de revenus et de moins taxer les propriétaires. Donc là, on parle d'une augmentation de 52%. Elle restera ici malgré cette augmentation dans la fourchette basse, cette taxe foncière à Paris? Oui, à 20,5%, on reste très basse. Alors si Boulogne, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais si Boulogne ne bouge pas, c'est Boulogne qui sera la ville la moins chère de France, Boulogne-Billancourt. Mais à 20%, oui, actuellement, Lyon est à 29%, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à Angers, qui est à 56%. Donc ça reste peu. Christophe Demerson, expliquez-nous à partir de quoi elle est calculée, cette taxe foncière? Elle est calculée tout simplement sur les programmes des maires, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup justement des maires qui ont pour but justement, malheureusement, de décourager la propriété et qui veulent faire des préemptions, qui veulent mener les politiques pour lesquelles ils pensent avoir été élus. Donc ça, c'est un constat. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité des grosses métropoles en France se retrouvent aujourd'hui devant une explosion. On parlait des villes pas chères, mais si on parlait des villes chères, si je vous disais même dans la proche couronne, on va prendre Mantes-la-Jolie, rien que sur cette année, c'est 22% de hausse. Si on parle de Marseille, c'est 16% de hausse. Si je prenais l'exemple de Marseille, pour faire voir que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, en France, dans le discours ambiant, c'est un petit peu, oui, les propriétaires, c'est des pétroliers.
Oui, non, mais le problème, c'est que ce n'est pas des pétroliers, les propriétaires. Nous, on a fait une enquête, on a une grosse chambre à Marseille des propriétaires. On a fait une enquête. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 14 000 Marseillaises et il y a 14 000 Marseillais qui sont passés sous le seuil de pauvreté du simple fait de l'explosion de la taxe foncière. Donc, pour vous faire voir que dans des villes comme ça, comme Strasbourg, comme Tours, et j'en passais, on parlait d'Angers, etc., c'est des villes, je veux dire, aujourd'hui, les classes moyennes, eh ben, elles vont être chassées de ces villes, puisque les gens ne pourront plus payer les fonciers. C'est ce que vous constatez aussi, c'est une charge qui pèse beaucoup aujourd'hui sur les propriétaires, cette taxe foncière dans certaines villes de France. Alors, ça dépend, voilà, c'est vraiment... Oui, ça dépend des villes. Exactement, c'est extrêmement géolocalisé. Pour revenir à Paris, même si là-haut c'est spectaculaire, je pense que ça ne constitue pas un frein à l'achat, parce que si vous calculez 225 € d'augmentation sur un 2 pièces de 50 mètres carrés qu'on peut chiffrer à 500 000 €, c'est infinitésimal. Pour les propriétaires bailleurs, ça va effectivement affecter un peu la rentabilité locative, mais d'après nos calculs, ça va baisser de 0,02, 0,03%. Le problème à Paris est plus qu'on accumule un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les propriétaires et qu'on est plus dans le psychologique. Il y a un côté qui peut être un peu décourageant. Mais pour Paris, c'est pas vraiment un frein à l'achat. Par contre, dans des villes où le prix au mètre carré est plus bas, je pense par exemple Le Havre. Le Havre est à 2300 € du mètre carré. On a une taxe foncière qui est à 55% en taux. Donc Le Havre est dans le top 5 des villes les plus chères, comme Grenoble, comme Angers. Là, pour le coup, vous avez un ratio taxe foncière valeur vénale qui est problématique. Vous êtes d'accord avec ce constat-là? Je suis d'accord avec ça, mais on échangeait là-dessus tout à l'heure avec Grégoire. Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Et à la nuance, c'est sur Paris. Ce que j'observe aussi, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Mais à Paris, par exemple, le vrai problème, ça va être sur les primo-accédants, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont endettés et lourdement endettés, des fois sur des périodes longues. Donc, petit bémol sur ce qu'il disait par rapport au frein à l'accession. Oui, non, mais pas à l'accession, puisque l'accession, je pense qu'il n'y aura pas de frein, puisqu'effectivement, par rapport au montant de l'achat, je parle plutôt ceux qui sont déjà engagés, qui ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient emprunter. Et eux, là, je vois des jeunes qui ont été primo-accédants et eux, ils sont à l'euro près. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe cette année, par exemple, ça va être plus 200, plus 300. Donc là, ça va être directement du pouvoir d'achat en moins. Et puis aussi, il y a l'incertitude sur l'avenir parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le temps long. Et le temps long, aujourd'hui, quand on voit des maires comme ça qui décrètent plus 60, plus 50, plus 22, plus 16... Je veux dire, je me mets à la place de tout le monde. On peut s'inquiéter, on peut légitimement s'inquiéter. Donc s'inquiéter, c'est-à-dire plus globalement, quel impact elle peut avoir cette hausse importante de la taxe foncière sur le marché immobilier? Ce que disait notre ami Grégoire Berthoud pour Paris, je suis d'accord. Le problème, c'est que à Paris, c'est un autre signal. C'est-à-dire que c'est une accumulation de mauvais signaux aux propriétaires. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'encadrement des loyers, c'est les annonces un petit peu tonitruantes, dire voilà, on va faire la chasse aux propriétaires, c'est le DPE. Nous, on est pour le DPE qui est pas fiable. Les travaux, le calendrier pour la rénovation énergétique. Bien sûr que nous, on est pour la rénovation énergétique. Le problème, c'est que nous, et je le vois avec nos adhérents, on les a poussés depuis de longues années à faire des travaux. Et avec le nouveau DPE qui n'est pas au point, on voit des gens qui ont des notes déclassées. Et puis alors, à côté de ça, c'est la pénurie des matériaux et la pénurie de la manœuvre. Grégoire Berthoud, c'est cette accumulation, c'est ça d'obligations, d'injonctions aujourd'hui pour les propriétaires. Vous vouliez parler exactement aussi de la réforme, je crois, de 2026. Alors, pour terminer sur Paris, je dis effectivement, objectivement, il peut y avoir des conditions psychologiques qui font qu'on se sent découragé. Parce qu'on se dit, voilà, effectivement, mais le plus gros obstacle pourrait être dans ce sandwich de contraintes, pour moi, est la rénovation énergétique, qui est le plus lourd financièrement, le plus compliqué à mettre en œuvre. L'encadrement des loyers vient derrière et la taxe foncière encore après. Mais c'est vrai qu'il y a une accumulation dans certaines villes, comme à Paris, mais c'est aussi le cas à Bordeaux, à Toulouse, ou à Montpellier, où il peut y avoir un effet de découragement. Oui. Vous, c'est un retour que vous avez aujourd'hui des propriétaires avec lesquels vous travaillez? Les propriétaires avec qui on travaille sont extrêmement attentistes sur le calendrier de la rénovation énergétique. Pour l'instant, on n'a pas, contrairement à ce qui a pu être dit par d'autres acteurs du marché, on n'a pas d'explosion d'offres de passoires thermiques à la vente. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc les propriétaires sont plutôt attentistes, mais ils espèrent que le calendrier va être reporté, un peu comme pour les ZFE pour les voitures, où il y a des reports successifs.
parce que ça n'est pas tenable pour eux aujourd'hui. Puisqu'on parle aussi aux propriétaires, à ceux qui nous regardent, comment aujourd'hui, si on est propriétaire, on peut calculer le surplus qu'on va devoir payer avec cette hausse de la taxe? Christophe, expliquez-nous exactement. Voilà, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on se dit, oulala, une hausse de 52%, ça fait un peu peur, même si ce n'est pas encore passé. C'est discuté cette semaine au Conseil de Paris. Là, j'allais dire que prudence fait loi et qu'en réalité, c'est qu'une accumulation de cas particuliers. Parce que si on prend dans le même immeuble, il peut y avoir plusieurs méthodes de calcul. Il peut y avoir des immeubles qui ont balcon, pas de balcon, etc. Mais ce que je retiens, c'est ce que disait Grégoire, c'est exactement c'est l'accumulation de mauvaises nouvelles plutôt que pour le moment la définition. Et on va voir après ce que va nous dire l'administration et la manière dont elle va calculer. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des départements qui ont fait des essais. Des départements, je me rappelle par exemple, on a vu ça dans le département 38, en Savoie, où par rapport à la rénovation et une amélioration du confort, de l'isolation, du chauffage, et on a vu des taxes foncières qui ont explosé, puisque l'administration disait, oui, mais c'est plus du tout les mêmes conditions, c'est pas comme si on chauffait avec un poêle à charbon. Donc, j'allais dire que j'attends impatiemment de voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'on est inquiet. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Qu'on peut revenir en arrière, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est que je veux voir la méthode, je veux voir qu'est-ce qui va être pris en compte, les travaux, la qualité de l'isolation, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce qu'il y a des méthodes qui vont être mises en doute ou pas, comment on va calculer finalement. Et j'attends de voir la suite parce que tout n'est pas fini, tout n'est pas écrit, tout n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que les communes, ils vont aller chercher jusqu'au dernier centime. Si vous avez, regardez, je vais vous donner un exemple, et c'est pas sur l'habitation, mais ça explique bien quand même que les maires et les présidents de collectivités veulent aller chercher de la ressource. Un parking aujourd'hui, c'est tout simple, un parking, il est soumis à la taxe. Et un parking, vous allez payer des ordures ménagères sur une place de parking. Ça veut dire que, ou la taxe Gemapi avec les inondations, on voit aussi, c'est un autre exemple, on voit aussi qu'il y a beaucoup de maires qui vont chercher cette taxe parce qu'on dit c'est toujours un petit peu là, oui, mais c'est un petit peu, plus un petit peu, et ça fait beaucoup. Et puis alors après, vous regarderez aussi, c'est les frais de rôle. Chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, les auditeurs peuvent le voir, les téléspectateurs aussi, ce qu'on voit aussi, les frais de rôle, 3%. Mais dans les frais de rôle, il faut savoir que c'est la double peine pour les propriétaires. Pourquoi? Parce que ces 3%, en réalité, ils servent majoritairement à payer pour les propriétaires qui sont sortis justement parce qu'ils ont des exonérations. Et ça sert à ça. Alors les frais de rôle, juste expliquer ce que c'est. C'est un peu comme pour les contrats d'assurance vie, vous avez des frais de gestion ou des droits de garde, c'est un peu la même chose. C'est l'État qui prélève 3% du recette de la taxe foncière parce que c'est l'État qui envoie les avis d'imposition et qui se charge de mettre en œuvre le recouvrement de l'impôt. Donc elle prélève 3%, l'État prélève 3% du montant de la taxe foncière. Donc quand on dit que c'est une taxe qui va exclusivement aux communes, puisque les départements ne sont plus concernés, c'est pas totalement vrai. Il y a une petite part qui revient à l'État. C'est de mémoire 1,4 milliard quand même pour 2022. Est-ce qu'il y a une chance que cette augmentation ne soit pas votée, en tout cas pour Paris? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux propriétaires aujourd'hui? On terminera là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une chance qu'elle ne soit pas votée? Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans les petits papiers de la mairie de Paris. Ce qu'il faut savoir quand même, il faut dire que si toutes les communes augmentent, c'est aussi parce qu'elles ont des problèmes. Elles ne font pas ça pour le plaisir de se mettre à dos les propriétaires. Il y a des vrais problèmes de recettes. Alors, il y a eu parfois des investissements hasardeux. Elles ont des coûts énergétiques qui explosent elles aussi, mais à des échelles beaucoup plus importantes avec les écoles. Je rappelle que les écoles élémentaires sont à la charge des communes. Donc, elles ont aussi une explosion des recettes. C'est pas pour le plaisir de voilà. Après, c'est des questions d'arbitrage. Et là, chaque municipalité arbitre en fonction de ses propres critères. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Patrimoine. Christophe Demerson et Grégoire Berthoud, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à demain. Ciao.